Bonsoir mesdames et messieurs. Avant de commencer notre webinaire, un petit point rapide sur l'organisation technique de ce webinaire. Nous utilisons un outil qui s'appelle webinaire numérique qui permet aux intervenants de parler et d'afficher leur caméra, mais qui ne vous permet pas aux utilisateurs de prendre la parole. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez utiliser dans le volet en haut à gauche le mode discussion publique et vos questions seront rapportées ensuite en séance. Il existe également une barre de réaction si vous souhaitez. Sur le mode de fonctionnement de ce webinaire, donc, les questions que vous poserez au fil de l'eau seront traitées au fur et à mesure des différentes séquences, donc la concertation, les zones de protection forte et l'éolien en mer. Et l'ensemble des questions et des réponses qui formeront une foire aux questions qui sera mise en ligne sur le site GeoLittoral. Et vous pourrez retrouver cette présentation et cette visioconférence en replay sur GeoLittoral. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Mathilde Charvet, qui représente la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui travaille au sein du secrétariat général pour les affaires régionales. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire local dédié à la concertation continue suite au débat public La mer en débat, au nom des deux préfets coordonnateurs de façade. Ce rendez-vous a pour objectif de vous informer des actualités sur la façade maritime Méditerranée et de continuer à impliquer activement les citoyens, les parties prenantes et l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des espaces maritimes et littoraux. Ce webinaire fait suite au débat public La mer en débat. Ce débat s'est tenu durant 5 mois, de novembre 2023 à avril 2024. C'est le premier débat public transversal sur la gestion des espaces maritimes et littoraux. Il a été organisé par la Commission nationale du débat public à la demande de l'État et du réseau de transport d'électricité RTE. Il a traité de 2 sujets en particulier. La mise à jour du premier volet de documents stratégiques, dont la cartographie des zones d'intérêt pour la protection forte. Pour rappel, la mise à jour des stratégies de façade maritime est pilotée pour chacune des 4 façades de l'Hexagone par les préfets coordinateurs, avec l'appui des directions interrégionales de la mer Méditerranée et des DREAL, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. La cartographie des zones prioritaires pour le développement de l'éolien à l'horizon 10 ans et à 2050 a également été un des sujets traités. En Méditerranée, plus de 110 événements organisés de Perpignan à Bonifacio, en passant par Marseille, ont permis de réunir 5000 citoyens et citoyennes pour parler des enjeux liés à la mer et au littoral en Méditerranée. Ce débat a donné lieu à un bilan et à un compte-rendu publié par la Commission nationale du débat public le 26 juin 2024. L'État a ensuite tiré les enseignements du débat public le 17 octobre dernier par une décision interministérielle accompagnée d'un rapport des maîtres d'ouvrage. En Méditerranée, un projet de mise à jour de la stratégie de façade maritime a été formalisé. Il vient d'être examiné d'ailleurs par l'autorité environnementale de l'Inspection générale de l'environnement, développement durable. Des consultations supplémentaires seront menées entre avril et juillet 2025 pour accueillir et recueillir les avis des différentes parties prenantes. L'avis du public sera donc de nouveau consulté en aval par voie électronique de mai à juillet 2025. Suite au débat public, la mer en débat, la phase de concertation continue vise à maintenir la bonne information et la bonne participation du public au lancement de la participation du public par voie électronique. Les deux garants de la Commission nationale du débat public veillent à son bon déroulement, Dominique Delosière et Mathias Bouissou, qui sont présents donc à ce webinaire. Nous publierons un bilan qui sera rendu public à la fin de cette concertation. Je vous remercie donc une nouvelle fois pour votre présence et pour votre engagement dans cette démarche de concertation. Il nous semblait donc essentiel de vous informer des actualités de gestion des espaces maritimes et littoraux sur la façade Méditerranée. À cette fin, les structures suivantes sont réunies ce soir. Le secrétariat général des affaires régionales Provence-Alpes-Côte d'Azur, la préfecture maritime de Méditerranée, la direction interrégionale de la mer Méditerranée, la direction de projet éolien flottant basée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
d'Occitanie et le réseau de transport d'électricité RTE. Sont également présents l'Office français de la biodiversité et l'Agence de l'eau. Je vais maintenant donner la parole au commissaire général de la préfecture maritime qui va vous présenter l'ordre du jour. Merci madame. Je m'appelle Thierry de la Burgade, je suis donc le représentant du préfet maritime de la Méditerranée pour cet échange ce soir. Lorsque nous avons conçu l'ordre du jour de ce webinaire, il nous est apparu que la qualité de nos échanges sur le fond devait primer. Nous avons donc choisi de le circonscrire aux deux grands enjeux de planification au cœur de la décision ministérielle du 17 octobre dernier. Faisant, nous assumons que ce webinaire de façade ne peut être un point d'arrivée. Pourquoi, dans un premier temps de notre échange, nous consacrons une première période au processus de planification maritime en Méditerranée et singulièrement à la place de la concertation entre le directeur interrégional de la mer en Méditerranée, l'administrateur général de la maritime, Christophe Lenormand, reviendra sur le chemin parcouru depuis le lancement du débat public La mer en débat, le 20 novembre 2023, et présentera les jalons à venir que les marges de manœuvre existent pour associer le public et la société civile, ainsi que leur temporalité. Ensuite, j'appellerai votre attention sur le développement de la protection forte. L'objectif de couverture à l'horizon 2027 de 5% des eaux de Méditerranée française est très ambitieux. Une double nécessité découle de ce constat. Il nous incombe d'une part d'en expliquer les enjeux et d'autre part de clarifier autant que de besoin la méthode que nous suivons depuis 3 ans pour l'atteindre. Enfin, le directeur de projet éolien flottant pour la façade, M. Frédéric Autric, présentera l'engagement de la France en faveur de l'éolien en mer. Il en soulignera d'abord les enjeux et objectifs nationaux avant de développer leur déclinaison à l'échelle de la Méditerranée française. Je cède la parole au garant, notamment à M. Mathias Maurice. Je crois que c'est moi qui vais prendre la parole en premier. Dominique Delosière, donc je suis co-garante avec Mathias sur la concertation continue. Est-ce que vous m'entendez bien? Très clair. Bon, parce qu'apparemment les participants se signalaient des problèmes de son. C'est pour ça que je posais la question. Donc, je voudrais préciser un petit peu le cadre dans lequel cette concertation continue se fait. Donc, il vient d'être appelé le débat public qui s'est déroulé jusqu'au 26 avril. La CNDP ensuite a publié son compte-rendu le 26 juin et l'État et RTE ont répondu à ce compte-rendu par un rapport détaillé le 18 octobre. En fait, je crois que c'est le 18 octobre 2024. Et suite à ça, réglementairement, suite à un débat public, on a toujours une concertation continue jusqu'à l'enquête publique ou la PPVE, la participation du public par voie électronique. Et donc, cette concertation continue a commencé officiellement le 11 décembre. Elle doit se dérouler jusqu'au 12 avril. Elle a déjà fait l'objet d'un webinaire national le 12 février auquel vous avez peut-être participé. Et ensuite, il y a un webinaire ou plusieurs, ça dépend des façades, par façade qui aborde des sujets spécifiques à chaque façade. Et cette concertation continue est organisée par l'État. Et nous, les garants, nous sommes là pour veiller simplement à la bonne information et au continuum de participation entre le débat public et la PPVE, la participation du public par voie électronique, qui va commencer, alors je crois avoir lu ce matin que c'était pas du 2 mai au 2 août, mais du 30 avril au 31 juillet, mais vous confirmerez peut-être ça, monsieur Autric ou monsieur Rodrigue ou madame Le Bourris. Et après cette participation du public par voie électronique, il y aura la publication des DSF le 4 octobre, je crois, 2025. Alors,
Qu'est-ce que c'est que la concertation continue? En fait, elle a donc, comme je viens de le dire, pour objectif de garantir la bonne information et la participation du public. C'est l'article 121.14 du Code de l'environnement, c'est réglementaire. Mais celle-ci se déroule selon deux timings différents, deux pas de temps différents. D'une part, sur les documents stratégiques de façade eux-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui concerne la planification des usages, des ZPF et de l'éolien à moyen et long terme. Cette partie, la concertation continue, se déroule jusqu'au 12 avril. Et la deuxième jambe de cette concertation continue, c'est une concertation au plus long cours qui consiste à concerter sur la production d'énergie éolienne en mer à horizon 2035 et 2050. Voilà, puisque il n'y a plus de concertation parc par parc, mais cette concertation continue précédée du débat font office de concertation sur tout ce qui touche à l'éolien. Mathias. Bonsoir à toutes et tous. Pour continuer sur cette présentation des sujets qui sont ouverts à la concertation continue, alors ce sera de fait l'ensemble des sujets qui sont porteurs d'enjeux pour les publics, tel que ça a déjà été le cas pendant le débat, la mer en débat, et jusqu'à l'ouverture de la PPVE. Notre rôle est de permettre au public d'échanger à la fois sur les cartes de vocation, c'est-à-dire celles des usages au sein des zones, sur le bassin méditerranéen, d'échanger également sur les périmètres d'études des zones de protection forte, donc qui va être un sujet fort de ce jour, sur les zones propices à l'éolien en mer à court et long terme, comme il vient d'être dit que la planification de moyen et plus long terme de l'éolien flottant était un des objets forts du DSF, mais c'est également aussi le moment de parler de l'évaluation environnementale, sujet inscrit dans la PPVE qui suivra donc à partir d'avril. Donc, pour synthétiser, en fait, tous les sujets liés à la mer, finalement, peuvent faire l'objet d'échanges, de demandes de précision, de contributions aussi de la part des publics. Nous verrons ensuite comment vous pouvez contribuer. Il faut bien avoir en tête que les sujets qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui, ils ont été priorisés car porteurs d'enjeux forts, mais cela ne réduit pas la portée du débat en concertation continue qui reste très ouvert à l'ensemble des sujets sur lesquels les publics ont envie de s'exprimer. Donc c'est donc dès aujourd'hui et avant le 12 avril 2025 que vous pouvez vous exprimer et que vous devez donc le faire si vous souhaitez pouvoir avoir un avis pris en compte par la Commission nationale du débat public dans le cadre du bilan de la concertation continue qui sera rédigé, et ça sans attendre donc la phase ultérieure de participation des publics par voie électronique. Je reviens ensuite sur quelques enjeux forts qui sont peut-être pour le coup vraiment ciblés sur la façade méditerranéenne. Il y a eu, peut-être que vous le savez, un webinaire national qui a permis de mettre en débat les enjeux issus du débat public La mer en débat à l'échelle de l'ensemble des façades maritimes. Ils sont d'actualité aussi pour ce qui est de notre façade, pour la plupart d'entre eux, mais l'objet du débat public sur la façade Méditerranée a été parfois aussi circonscrit à des enjeux qui sont beaucoup plus prégnants que sur la façade atlantique, par ailleurs, notamment, et qui sont ceux-ci. Premièrement, le sujet des aires marines protégées et des zones de protection forte, et vous l'avez entendu tout à l'heure, particulièrement prégnant, tout simplement parce qu'il y a un objectif d'ici 2025 d'atteinte de 5% de protection forte sur la mer Méditerranée, qui fait de cela un enjeu prioritaire. Ça pose la question des usages dans ces zones de protection forte et aussi de la réglementation associée. Autre sujet qui est discuté sur l'ensemble des façades et qui a été aussi fortement porteur sur le débat pour ce qui concerne la façade Méditerranée, c'est le processus de la séquence ERC, donc éviter, réduire, compenser, appliquée aux futures zones de développement éolien. On a noté qu'il y avait encore des questionnements forts des publics sur ces sujets et qu'il y avait demande d'aller plus loin dans les échanges pour comprendre comment était appliquée cette séquence ERC, permettant d'éviter les principaux enjeux environnementaux, donc en lien avec ces projets de futurs parcs. La compatibilité des activités avec les parcs éoliens est un sujet aussi important. La question en lien avec cela des retombées possibles pour les territoires et les acteurs impactés est posée.
nous pourrons y revenir éventuellement, même si ce n'est pas aujourd'hui dans l'ordre du jour du séminaire en particulier. La régulation du surtourisme, de la pêche de loisirs et de la plaisance est pour le coup aussi un sujet particulièrement important pour la façade Méditerranée, qui est ressorti comme un point du débat public qui nous concerne tout particulièrement, plus que les autres façades. Enfin, l'accompagnement de la décarbonation du trafic maritime et de la croisière est forcément préoccupant pour les publics dans le contexte de transition que l'on connaît, tout comme la problématique de l'érosion du littoral et du maintien du trait de côte, qui ont fait l'objet aussi d'échanges particuliers dans le cadre du grand débat, la mer en débat. Voilà, ces enjeux, donc, bien sûr, ne sont pas exhaustifs, mais ils résument quand même les points forts qui sont inscrits dans le compte-rendu de la Commission nationale du débat public suite au débat, auquel je vous invite à vous référer, et qui sont encore partie prenante des échanges qu'on peut avoir au stade de la concertation continue, encore une fois, même s'ils ne sont pas priorisés dans l'ordre du jour de la soirée. Bonsoir à tous. Alors, je continue, le Dominique ayant son micro éteint. Comment vous informer et participer? Donc, il y a le site internet Géolittoral qui vous permet d'accéder à l'ensemble des informations relatives aux documents stratégiques de façade à l'échelle nationale comme à l'échelle des façades maritimes. Donc, c'est évidemment le cas aussi pour la façade Méditerranée. Vous pouvez aussi, en vous connectant par ce moyen-là, accéder à la plateforme qui permet de contribuer de façon anonyme et libre. Libre dans le sens où si vous voulez notamment contribuer avec des documents joints, des pièces particulières, des contributions, vous pouvez le faire de façon non limitée en envoyant un mail accompagné possiblement d'une pièce jointe à l'adresse qui s'affiche à l'écran, en précisant concertation continue donc dans l'objet du mail. Et il y avait une slide que vous pouvez peut-être montrer, merci. Vous dire toujours que les deux garants que nous sommes sont à votre disposition et que vous pouvez nous joindre aux adresses qui sont communiquées. Ces adresses vous permettent à la fois de, pourquoi pas, donner un avis sur la manière dont est menée la concertation continue. Nous sommes là pour le prendre en compte et pour, autant que de besoin, essayer d'adapter en conséquence les moyens qui sont mis en œuvre pendant cette concertation continue. Si c'est une contribution autre ou si c'est quelque chose aussi qui porte sur justement cette concertation continue, nous pouvons dans ce cas-là en tenir compte dans la rédaction du bilan que nous livrerons à la fin du processus avant le lancement de la PPVE. Donc tout ce qui est communiqué aux garants s'inscrit dans une dynamique de bilan. Donc nous en rendrons compte de manière publique par la suite. N'hésitez pas à utiliser ce moyen-là pour vous exprimer également. Merci à vous. Bien. Bonsoir à toutes et tous. Christophe Lenormand, je suis le directeur interrégional de la mer Méditerranée. Je voulais prolonger le propos donc, sur le sujet en fait, de la planification et de la concertation pour bien préciser et clarifier les choses au besoin sur les calendriers qui sont les nôtres dans cet exercice. Vous dire tout d'abord que l'on a en fait deux temporalités à bien distinguer, même si on sort en fait d'un débat public mutualisé qui a été voulu comme tel sur le sujet de la planification maritime et sur le déploiement de l'éolien en mer. Mais derrière, en fait, on a deux processus décisionnels qui sont différents. L'un qui concerne donc la stratégie de façade maritime, donc sa révision, qui va porter donc, qui va continuer avec la concertation continue dans laquelle nous sommes actuellement et qui va durer jusqu'au 12 avril donc, de cette année. Viendra ensuite un processus de participation électronique cette fois-ci, donc sur les mois de mai, juin et juillet de cette année, pour aboutir enfin à une adoption prévue donc formellement par arrêté interpréfectoral en octobre de cette année. Par contre, sur la partie éolien en mer, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard dans ce webinaire, on est sur un processus de concertation continue qui est propre à chacun des appels d'offres
dédié donc à l'éolien en mer, avec donc une instruction, une autorisation des projets qui sont prévus donc au fil de l'eau pour chacune des AO qui nous intéressent. Donc on a bien cette distinction, je dirais, dans le déroulé du processus qui est dans le. Vous direz également, en slide suivant, s'il vous plaît, vous direz également que sur la réponse donc de la maîtrise d'ouvrage aux enseignements du débat public, l'État a publié donc, le 17 octobre dernier des documents qui comportent plusieurs cartes relatives à l'éolien en mer et aux zones de protection forte. Vous voyez une reproduction à l'écran pour faire état des avancées et des éléments d'ores et déjà, on va dire, calés à la suite de ce débat public, donc la mer au débat. En parallèle, la maîtrise d'ouvrage a répondu aux 138 questions qui ont été remontées, questions et recommandations, qui émanaient de la Commission nationale du débat public, et donc qui est le fruit de ces la mer en débat. Et toutes ces réponses sont disponibles sur le site en ligne mer.cour.fr. Donc, elles sont accessibles depuis maintenant plusieurs semaines et plusieurs mois. C'est 138 questions, enfin 138 réponses aux questions et recommandations qui nous ont été faites. Et enfin, donc, on est désormais sur l'évolution donc toujours en cours, s'il vous plaît, sur les projets de stratégie de façade maritime, donc qui va continuer d'évoluer à plusieurs titres. D'une part, donc évidemment, les contributions du public reçues durant la concertation continue dans laquelle nous sommes, jusqu'au 2 avril, je le répète, l'avis de l'autorité environnementale qui a été mentionné dans les propos introductifs, les contributions du public que l'on recevra ensuite par voie électronique sur les mois de mai, juin et juillet de cette année. Et enfin, extrêmement important, l'avis des membres du Conseil maritime de façade qui doit se réunir en juin prochain, ainsi que les avis ou les recommandations ou les remarques reçues suite aux consultations d'autres instances ainsi que des pays frontaliers sur ce projet. Et étant évidemment que tous ces éléments sont amenés à faire évoluer encore cette stratégie de façade maritime jusqu'à son adoption prévue en octobre. En résumé, on est sur un processus de révision qui a d'ores et déjà bien avancé, qui est bien structuré, mais qui peut faire encore l'objet d'évolutions, d'où notamment l'intérêt de ce webinaire pour préciser, clarifier certaines choses, répondre à des questions, et ce jusqu'à l'adoption finale de la stratégie, donc encore une fois, au mois d'octobre de cette année, par arrêté interpréfectoral. Donc, venons de terminer cette première thématique sur la planification maritime et la concertation. Donc, sur ce premier sujet, nous n'avons pas de questions de la part des participants. Donc, je vous propose que l'on passe au sujet suivant. N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Ce seront des questions qui seront relayées en fin de session. Donc, deuxième temps d'échange sur les zones de protection forte. Et donc, pour ce sujet, je donne la parole à Monsieur le Commissaire général, Thierry de la Burgade, pour la protection maritime. Merci Madame. En introduction, je souhaite rappeler la genèse de l'engagement de la France dans le développement de la protection forte, l'objectif que nous nous sommes assignés en Méditerranée française, ainsi que le sens de notre échange. Établir un inventaire des zones existantes réunissant d'ores et déjà les critères de la protection forte et connaître les lacunes de ce réseau au regard des enjeux écologiques, tels étaient les deux axes du premier cycle de la directive cadre stratégie pour le milieu marin à échéance de 2020, vouée à mettre les États membres
sur la voie du bon état écologique des eaux marines. Des orientations issues du droit européen, nous avons fait une cible nationale depuis le 18 janvier 2021 et la présentation par le président de la République lors du One Planet Summit de la stratégie nationale pour les aires protégées 2020-2030. À l'horizon 2030, il s'agit de couvrir 10% des espaces maritimes sous juridiction française, c'est-à-dire les eaux intérieures maritimes, notre mer territoriale et nos zones économiques exclusives, les bassins ultramarins y compris. Ceci parce que nous avons pris acte du lien entre protection de la biodiversité et résilience de nos territoires littoraux. En métropole, où les usages sont plus intenses et les espaces sous juridiction moins, cette ambition a été ajustée à 5% des eaux en protection forte en 2030. Cet objectif est inscrit dans la stratégie nationale mer et littoral 2024-2030, publiée en juin dernier. Il précise également des cibles intermédiaires par façade à l'horizon 2027, 1% pour la Manche, 3% en Atlantique et 5% en Méditerranée. Je veux ici souligner que cette ambition pour le bassin méditerranéen a été rehaussée dès septembre 2021 lors du Congrès mondial pour la protection de la nature de l'UICN à Marseille. Cette antériorité implique que le développement de la protection forte est identifié dans le plan d'action du document stratégique de façade depuis son entrée en vigueur en avril 2022. Le deuxième volet du DSF, à la fois opérationnel et opposable, demeure pleinement pertinent. Il nous engage jusqu'en 2027. L'enjeu de ce webinaire n'est donc pas de renouveler notre ambition, ni non plus d'ouvrir de nouvelles pistes sur la manière d'atteindre votre objectif, mais bien de vous présenter ce que sont les zones de protection forte ainsi qu'une vision sincère de la trajectoire que nous proposons d'inscrire dans la stratégie de façade maritime que nous co-construisons pour 2030. L'ambition, pour ce faire, je veux d'abord revenir sur le cadre national du développement de la protection forte et le rôle d'animation qu'il confère au préfet maritime. Ce cadre national est exclusivement fixé par le décret du 12 avril 2022, pris en application de l'article L110-4 du Code de l'environnement. Le décret de 2022 définit ce qu'est une ZPF et le processus de labellisation associé. La labellisation d'une zone à enjeu en protection forte renvoie au cumul de 3 critères cumulatifs. Le premier est la mise en œuvre de mesures réglementaires visant à éviter, diminuer fortement ou supprimer les pressions engendrées par les activités humaines. Le second est que la réduction de ces pressions soit inscrite dans les objectifs de protection de cette zone, en priorité au travers de son document de gestion. Troisième est que l'effectivité de ce dispositif réglementaire soit garantie par l'action de moyens de contrôle. De ces 3 critères découlent 3 modes de labellisation possibles. Les 2 premiers résultent de ce que le décret reconnaît la vocation de droit à la reconnaissance de la protection forte des espaces maritimes compris dans les aires marines protégées les plus ambitieuses, à savoir les cœurs des parcs nationaux, les zones de protection renforcée et intégrale des réserves naturelles et les zones couvertes par un arrêté de protection de biotopes ou d'habitats naturels. Au sein de cette catégorie, il faut distinguer les aires marines protégées créées préalablement à la date d'entrée en vigueur du décret, qui devaient être reconnues au plus tard 24 mois après cette date, des espaces maritimes classés en aire marine protégée après 2022. Je précise qu'il n'y a pas eu de création d'une telle aire marine protégée depuis lors en Méditerranée. Enfin, le décret
ouvre la voie à la labellisation d'autres zones à enjeux prioritairement situées à l'intérieur d'aires marines protégées, énumérées à l'article 334-1 du Code de l'environnement. Dès lors qu'une analyse au cas par cas sanctionne que les 3 critères précités sont bien réunis. L'initiative de proposer à la labellisation et donc de coordonner la conduite de l'analyse au cas par cas de chaque dossier revient au préfet maritime, après recommandation des conseils maritimes de façade. L'inscription de la zone géographique considérée sur une liste nationale de la protection forte intervient ensuite sur décision conjointe des ministres en charge de la protection de la nature et de la mer. Suivante. Abordons maintenant la stratégie que nous avons adoptée en Méditerranée depuis 2021. Je veux d'abord souligner que notre façade est caractérisée par des taux de couverture en aires marines protégées significatifs. 52,20% des eaux de souveraineté, c'est-à-dire la mer territoriale et les eaux intérieures maritimes, et autrement dit 19,09% de la zone économique exclusive, soit une couverture totale de 23,53% des eaux françaises de Méditerranée et même 52,25% en prenant compte le périmètre du sanctuaire Pélagos. Nous sommes donc bien en avance en termes d'aires marines protégées sur cette façade. La suivante. La richesse de ce plateau implique que nous nous sommes concentrés en 2023 et 2024 sur sa valorisation au travers de la labellisation des zones au sein d'aires marines protégées déjà existantes. Dès novembre 2021, avant même l'entrée en vigueur du décret du 12 avril 2022, nous avions inventorié et proposé 35 zones éligibles au titre de la stratégie nationale pour les aires protégées, représentant 0,22% des zones méditerranéennes françaises. L'inscription de ces zones a été parachevée en septembre 2024. La suivante. Pendant ce laps de temps, nous avons cherché à planifier le développement de la protection forte selon 3 principes directeurs. Premièrement, nous avons cherché à l'inscrire dans l'animation générale du réseau d'aires marines protégées de la façade, par ailleurs marqué par des projets d'évolution et de création de réserves naturelles nationales telles que le projet d'extension de la réserve naturelle marine du Cerbère-Vallius ou encore le projet de création de la réserve naturelle nationale de la côte agatoise. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur 3 types d'actions. Nous avons d'abord fait le constat de la nécessité de cadrer davantage les modalités d'instruction des demandes déposées en amont de leur soumission à la recommandation du Conseil maritime de façade. L'instruction de façade du préfet maritime, qui précise notamment les responsabilités des gestionnaires d'aires marines protégées, mais aussi les délais d'instruction et les avis techniques requis lors de l'analyse au cas par cas, a été diffusée à tous les services le 14 mars 2024. Ensuite, nous nous sommes servis des échanges lors du débat public mutualisé, notamment lors des étapes avec les différents territoires de la façade. Enfin, nous avons inscrit ce thème à l'ordre du jour des instances des différentes aires marines protégées de la façade, telles que les conseils de gestion des parcs naturels marins, les comités de pilotage des sites Natura 2000. Deuxièmement, nous avons poursuivi un équilibre en visant tout à la fois la labellisation de secteurs côtiers et de sites au large. Les premiers, déjà situés en aire marine protégée, présentent les enjeux les plus significatifs en matière de localisation d'habitats sensibles, tels que l'herbier de Posidonie, mais aussi de richesses naturelles. C'est notamment le cas des espaces d'interface, par exemple les estuaires, delta et gros. Les sites en zone économique exclusive couvrent pour leur part des superficies importantes, notamment les sites Natura 2000, ayant pour objet la protection d'habitats rares, comme les canyons ou monts sous-marins. Troisièmement, nous
nous avons intégré que le développement du réseau des zones de protection forte doit accommoder deux contraintes principales. Il s'agit d'une part de la prise en compte des vocations effectives planifiées de certains secteurs, dont les zones propices au développement de l'éolien flottant, qui sont au nombre de 3 dans le golfe du Lion. D'autre part, nous rencontrons avec nos voisins italiens et particulièrement espagnols une problématique de délimitation maritime qui ne font pas l'objet de traités bilatéraux. Dans le golfe du Lion, la limite entre les eaux sous souveraineté et sous juridiction française et espagnole dans le golfe du Lion. Par exemple, 75% du périmètre du site Natura 2000 au large des canyons Lacasse-du-Thiers et 25% de celui du parc naturel marin du golfe du Lion sont situés dans la zone grise revendiquée à la fois par la France et l'Espagne. Page suivante. J'en viens à présent à la dynamique que cette stratégie a permis de lancer en 2024. Une deuxième étape a d'abord été franchie lorsque 5 nouveaux dossiers de labellisation ont été déposés à l'initiative des gestionnaires d'aires marines protégées et soumis au Conseil maritime de façade du 22 juillet dernier. Ces 5 dossiers traduisent que la dynamique est lancée parmi les gestionnaires d'aires marines protégées qui ont travaillé sur de nouveaux projets de labellisation. Lorsque leur inscription sera effective, le taux de couverture des eaux bordant la façade de protection forte passera de 0,22% à 0,63%. L'inclusion du périmètre de près de 40 000 hectares du site Natura 2000 du Grand Herbier de la plaine orientale explique l'essentiel de l'augmentation de ce taux. Par ailleurs, le dynamisme de notre réseau se traduit par la création de nouvelles aires marines protégées à vocation de protection forte. Le préfet maritime et le préfet de l'Aude ont ainsi pu prendre un arrêté interpréfectoral de protection de biotopes dans le nord de l'étang de Sals-le-Cat en décembre. Il s'agit du premier arrêté de ce type dans les eaux salées depuis l'entrée en vigueur du décret du 12 avril 2022. La suivante. Au vu de ce qui précède et au regard de la tenue de la Convention des Nations Unies sur les océans à Nice, de la conférence de la Convention des Nations Unies sur les océans à Nice en juin prochain, il ne fait guère de doute que l'année 2025 sera décisive pour atteindre notre cible de 5% d'ici 2027. Dans cette perspective, nous espérons franchir un palier dans chacune des trois régions de la façade comme au large. En Occitanie, outre la possibilité ouverte par l'extension future de la réserve naturelle marine de Cervera-Bagnous, nous avons notamment identifié les sites du plateau des Aresquiers et les tocs de l'étang de Thau dans l'Hérault. En région sud, nous poursuivons notamment les labellisations de la totalité des périmètres des cœurs marins, des parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros. En Corse, nous visons l'inscription des périmètres des réserves naturelles des Bouches de Bonifacio et de Scandola, ainsi que plusieurs sites dans le périmètre du parc naturel marin du Cap-Corse et de la Guyane. Il s'agit des nids de balbuzins pêcheurs, des herbiers, récifs de la Guyane et de la zone des anneaux de coralligènes dans le nord du Cap-Corse. En PACA, comme en Corse, nous visons aussi la labellisation des cantonnements de pêche qui n'ont pu l'être encore. Par ailleurs, toujours en proche côtier, nous chercherons à labelliser avant 2026 les 10 périmètres couverts par des arrêtés de protection de biotopes ou d'habitats naturels qui ne l'ont pas encore été, malgré l'échéance fixée par le décret de 2022. Au large, y compris en zone économique exclusive, les secteurs dont la labellisation est envisagée cette année correspondent à des sites Natura 2000 classés au titre de la protection des habitats, dès lors que leur
mise en gestion les rend éligibles à la labellisation. Il s'agit des sites récifaux corse, du mont sous-marin de la Grillate et du mont sous-marin d'Ajaccio, ainsi que de 2 sites occitans. Le site du banc de Litis et du canyon de Sète ne tangeant plus la zone golfe du Lion-Centre, prioritaire pour le développement de l'éolien en mer à l'horizon 2035, les récifs des canyons Lacasse-du-Thiers, Pruvot et Bourcard font, comme évoqué précédemment, l'objet d'un conflit de juridiction avec l'Espagne. Cet obstacle implique qu'une réflexion est en cours avec le parc naturel marin et nos partenaires espagnols pour mettre à profit la dynamique positive née du traité de Barcelone pour inaugurer une cogestion du site et ouvrir la voie à sa labellisation complète. L'ensemble de ces zones de protection forte existantes, proposées et projetées, représente 3 576 328 km, soit un taux de couverture de 3,22% des eaux françaises de Méditerranée. Image suivante. Enfin, pour parachever notre ambition d'ici 2027, nous avons identifié des enveloppes de labellisation possibles, étant entendu que nous aurons des choix à faire au sein de ces périmètres. Près des côtes, il s'agit notamment de secteurs où s'épanouit l'herbier de Posidonie, désormais tous couverts par des arrêtés du préfet maritime qui interdisent le mouillage forain des navires de grande plaisance. Alors que le niveau de pression anthropique qui persiste ne permet pas à date d'envisager une labellisation de la totalité de l'herbier de la façade, nous espérons progresser bassin de navigation par bassin de navigation, notamment en accompagnant le développement par des communes de zones de mouillage et d'équipements légers. Notre piste est la zone côtière sablo-vaseuse située dans le périmètre du parc naturel marin du golfe du Lion. Au large, en plus de couvrir la totalité de la surface des récifs sous-marins situés en zone contestée par l'Espagne, il nous faudra peut-être intégrer dans la partie box de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, il nous faudra peut-être intégrer la partie du box de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, située hors des zones prioritaires pour l'éolien. Cela étant, par rapport au périmètre figurant dans le cadre d'entrée de débat de l'automne 2023, où les périmètres potentiels de développement de la protection forte couvraient 7,5% des eaux françaises de Méditerranée, les périmètres potentiels retenus n'intègrent plus les écosystèmes marins vulnérables situés hors aire marine protégée, dont la labellisation n'est plus envisageable à court ou moyen terme au regard des critères réglementaires définissant la protection forte. En conclusion, je tiens à vous remercier pour votre attention et j'espère que ce séminaire contribuera à nourrir les prochains jalons de notre trajectoire et à entretenir la dynamique que nous constatons au sein des instances des aires marines protégées de la façade. Merci pour cette présentation. Nous passons à présent au deuxième temps de questions-réponses. Nous n'avons pas reçu de questions dédiées aux zones de protection forte, mais nous en avons une relative à la concertation. Il s'agit d'une question. Est-ce que la stratégie de façade maritime sera publiée pendant la PPVE, donc la participation par voie électronique? J'invite M. Rodriguez pour la DIRM à répondre à cette question. Oui, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, le projet de stratégie de façade maritime, qui est déjà en ligne actuellement sur le site de la Direction interrégionale de la mer Méditerranée, donc dirmméditerranée.gouv.fr, sera publié à nouveau dans une version mise à jour au moment de l'ouverture de la participation par voie électronique, donc fin avril, début mai, nous en saurons plus très prochainement, pour être à nouveau commenté et faire l'objet de contributions du public au sens le plus large possible sur la plateforme géolittoral.gouv.fr.
Il n'y aura pas que le projet de stratégie de façade maritime qui sera publié à cette occasion. On publiera également le bilan, le rapport que les garants, que vous avez entendu en début de webinaire, nous livreront durant le mois d'avril. Il sera également donc publié sur cette plateforme, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale qui a pris le soin d'examiner notre analyse des incidences environnementales du projet de stratégie de façade maritime. Donc ce sera vraiment un temps de participation, ces 3 mois, mai, juin, juillet, qui sera particulièrement éclairé puisqu'on sera avant l'étape finale de la décision, comme l'expliquait tout à l'heure Christophe Lenormand, et vous aurez aussi bien le projet de stratégie que tous les documents que je viens d'énoncer. Donc on n'a pas aujourd'hui la date exacte du lancement de cette procédure de participation par voie électronique, mais elle sera de toute façon, elle fera l'objet d'un avis dans la presse quotidienne régionale, donc dans la presse locale, sur l'ensemble des départements qui couvrent notre façade Méditerranée, 15 jours avant son lancement. Donc, a priori, mi-avril, si vous lisez la presse quotidienne régionale, vous pourrez avoir cette information-là. Et nous ferons également mention de ce lancement sur le site de la DIRM Méditerranée et par voie d'affichage au moins à la préfecture de région à Marseille. Donc on a une deuxième, des questions qui commencent à arriver sur l'espace de discussion. N'hésitez pas à intervenir et à participer, à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre. On va prendre une deuxième question sur les zones de développement d'éolien en mer. Se situent-elles en AMP, donc en aire marine protégée? J'invite Monsieur Autric, directeur de projet éolien pour Adrial Occitanie, à répondre à cette question. Merci. Alors, on est un peu en avance de phase sur la présentation que je ferai tout à l'heure sur l'éolien, mais pour répondre à la question qui nous est posée, je confirme que les zones de développement de l'éolien que nous présenterons en fin de webinaire s'inscrivent dans une zone dite Natura 2000, habitat Grand Dauphin. Je précise qu'une zone Natura 2000 n'emporte pas en soi l'interdiction d'y construire un parc éolien. En l'occurrence, le parc éolien devra démontrer que les impacts qu'il a sur les enjeux de biodiversité sont compatibles avec les objectifs de conservation qui ont prévalu à la création du site. Donc, dans le cas d'espèce, il s'agit d'un habitat Grand Dauphin, il s'agira de démontrer l'impact négligeable sur cet habitat dans le cadre du développement des projets qui seront à la charge des producteurs d'énergie dans les années qui viennent. Alors, on va prendre une autre question qui concerne les zones de protection fortes. Donc, l'interdiction de mouillage sur les Posidonies pour les navires de plus de 24 mètres suffira à labelliser en ZPF. J'invite la préfecture maritime à apporter une réponse à cette question. La préfecture maritime, la préservation des herbiers de Posidonie vise à ce qu'il y ait une réduction des pollutions. L'encadrement du mouillage et l'interdiction du mouillage, c'est un élément de réponse, c'est un élément de diminution. Ce n'est pas suffisant en soi. Sur des zones où il y a de la Posidonie, de fait, espèces protégées, le mouillage est par essence interdit. En tous les cas, si on maintient que cette zone soit puisse être ancrée par les navires, on va dire, de plus petite taille, il faut penser à des aménagements alternatifs au mouillage commun et donc à des zones de mouillage organisées. Merci. À présent, nous allons passer à notre troisième temps d'échange sur la planification de l'éolien en mer. Je vous invite à continuer à partager vos questions dans l'espace de discussion publique. Le temps qui nous restera, le dernier temps d'échange, permettra de poser vos questions en fin de webinaire dans la durée du temps qui nous est imparti. Cette troisième partie, donc, sur la planification de l'éolien en mer, j'invite M. Autric, le directeur de projet éolien, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, à nous présenter le sujet.
Merci. Donc, en préambule, je souhaiterais rappeler brièvement les raisons pour lesquelles la France poursuit son engagement dans le développement de l'éolien en mer, qui a été initié au début des années 2010 avec le premier appel d'offres éolien. Alors, je vois trois raisons principales. La première, c'est que l'éolien en mer va permettre de répondre aux besoins de décarbonation de nos systèmes de production pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. La seconde raison, c'est qu'elle va permettre de renforcer finalement notre souveraineté énergétique en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles, qui représentent aujourd'hui plus de 60% de la consommation d'énergie en France. Et puis enfin, ça va permettre de développer une filière industrielle d'avenir sur nos territoires. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé la mise en service d'ici à 2050 de 45 gigawatts d'éolien en mer à l'échelle de la France métropolitaine, ce qui représentera environ 20% de la production d'électricité à cet horizon. Alors, comme on l'a vu, un grand débat public donc, a eu lieu pour la première fois sur la planification maritime d'une part et la planification de l'éolien en mer d'autre part, afin de donner de la visibilité aux citoyens et aux parties prenantes sur l'avenir des zones maritimes concernées. Il avait notamment pour objet d'aboutir à l'élaboration de 2 cartographies. Une première cartographie des zones prioritaires à 10 ans, c'est-à-dire des zones dans lesquelles des projets de parcs éoliens seront attribués dans les 10 prochaines années après l'adoption de la cartographie, pour une mise en service prévisionnelle de ces parcs éoliens entre 2035 et 2040, compte tenu du délai nécessaire entre l'attribution d'un parc éolien et le moment où on peut le mettre en service, environ 7 années. Et puis une seconde cartographie de zones prioritaires à horizon 2050, qui pour sa part est un peu plus floue, qui a vocation à être reprécisée et révisée à l'occasion d'une nouvelle participation du public qui devrait se dérouler d'ici une dizaine d'années pour permettre l'atteinte des objectifs nationaux que je rappelle de 45 gigawatts installés à l'horizon 2050. Alors pour ceux qui ont suivi le débat public, vous avez noté que la solution technologique qui est retenue pour la façade Méditerranée, c'est de l'éolien flottant, c'est-à-dire une éolienne qui est posée sur un flotteur lui-même ancré au fond marin. C'est une solution qui va permettre d'implanter les parcs plus loin des côtes, là où les vents sont plus forts et plus réguliers, et d'atténuer les conflits d'usage et l'effet sur les paysages vus depuis le littoral. Alors, en entrée de débat, l'État a proposé, comme vous le voyez sur la carte de droite, des macrozones propices, 4 macrozones propices dans lesquelles des nouveaux projets pourraient être développés. Il avait également indiqué sur cette cartographie les 2 projets qui avaient déjà été décidés suite à un précédent débat public, qui avait eu lieu en 2021 et qui cumulait pour ces 2 zones de projet déjà 1,5 gigawatt de projets éoliens en mer. Le gouvernement avait fixé à la façade des objectifs en termes de cartographie. Donc vous le voyez à 2050, une fourchette assez large, entre 4 et 7,5 gigawatts, qui intégrait les 1,5 déjà décidés, et puis une fourchette intermédiaire pour la première cartographie à 10 ans, comprise entre 3,5 et 5 gigawatts. Un certain nombre de travaux ont donc été conduits en termes de planification spatiale pour déterminer les nouvelles zones de projet que je vous présentais tout à l'heure. Et ce travail a été conduit en concertation avec les acteurs de la façade dans une logique d'évitement des enjeux structurants. Le principe a été de rechercher des zones qui permettent d'éviter à la fois les impacts sur l'environnement, donc on met dans ce vocabulaire les aspects liés à la biodiversité, que ce soit de la faune ou de la flore marine ou aérienne, le paysage, mais également les activités économiques, et on pense notamment à la pêche professionnelle et au trafic maritime, tout en tenant compte des contraintes techniques, à la fois de la qualité du vent, qui est très important sur le golfe du Lion, mais qui est différent selon les zones, et de la bathymétrie, puisque vous savez qu'on a un plateau continental qui part de la plage et qui va jusqu'au bord des canyons par 200 mètres de fond. Alors je précise que cette logique d'évitement, elle a déjà été appliquée dans les macrozones qui ont été proposées en entrée de débat, puisque, comme vous l'avez peut-être vu tout à l'heure sur la carte, on a cherché à éviter les espaces situés proches de la côte, là où les enjeux environnementaux, de paysage et d'usage sont importants. Donc ces zones sont en zone économique exclusive, à plus de 12 000 nautiques des côtes, c'est-à-dire au moins 22 km. Les macrozones étaient également, on avait cherché à éviter de se rapprocher trop près des têtes de canyon, en bord de plateau continental, qui constituent des hotspots de biodiversité. Et puis enfin, vous l'avez vu, c'est des macrozones qui permettent de ménager des couloirs d'accès aux grands ports principaux de la façade.
La cartographie qui a été publiée par le gouvernement le 17 octobre, c'est celle que vous voyez à droite sur la slide. Donc vous retrouvez sur cette infographie les 2 zones bleues qui avaient déjà été décidées par le passé, et vous découvrez donc que 3 nouvelles zones ont été retenues pour une puissance globale cumulée de l'ensemble des zones que vous voyez à l'écran, qui représente environ 5,8 gigawatts d'éolien en mer à l'horizon 2050 et qui se situe donc dans la fourchette et dans la médiane de la fourchette qui était fixée à la façade, qui, je vous le rappelle, était entre 4 et 7,5. Sur cette cartographie, donc 2 zones ont été intégrées dans la cartographie à 10 ans. Donc je les présente dans l'ordre chronologique de leur réalisation opérationnelle. La première zone, elle fait 400 km². Elle se situe au centre du golfe du Lion pour développer un parc d'environ 2000 MW ou 2 gigawatts, ça veut dire environ une centaine d'éoliennes, et qui pourrait être mise en service à l'horizon 2035. Ce parc éolien sera attribué dans le cadre de l'appel d'offres numéro 10, sur lequel je reviendrai après. Ensuite, on a une zone plus à l'est, qui s'appelle Golfe du Lion Est, qui est plus petite, de 185 km² pour accueillir un parc d'environ 1,1 gigawatt, pour une mise en service plus lointaine, donc qui sera attribuée dans le cadre d'un appel d'offres ultérieur, pour une mise en service donc à l'horizon 2040. Puis vous voyez une dernière zone qui s'appelle Golfe du Lion Ouest, en vert, et qui va, elle, intégrer la cartographie à 2050. Donc une zone qui ne va pas être utilisée immédiatement, qui aura vocation à accueillir un parc d'environ 1,1 gigawatt. Ce que vous voyez, c'est que la superficie retenue pour cette zone est beaucoup plus importante que le parc équivalent de 1,1 gigawatt qui se situe dans le golfe du Lion Est. On a à peu près entre 2 et 3 fois plus de surface. Et ça, c'est un choix résolu de l'État. L'idée, c'est que comme cette zone a vocation à être réinterrogée ultérieurement, dans un nouveau processus de participation du public, on a trouvé important de se garder des marges de manœuvre pour, le moment venu, renouveler l'exercice d'analyse à la fois des enjeux structurants que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la biodiversité et le paysage d'une part, et les enjeux socio-économiques d'autre part. On observe sur la carte qu'au final, les 5 zones de développement en Méditerranée constituent une composition spatiale qui ménage des espaces assez larges entre les zones de développement, d'une quinzaine de kilomètres, sans éoliennes, ce qui va faciliter les usages et également, on considère que ce sera favorable pour le vivant. Et donc, au global, ce que je voulais finir de vous dire sur cette infographie, c'est que ces 5,8 gigawatts d'éolien, ça va représenter environ 300 éoliennes à 2050, qui représentera de manière schématique la consommation domestique résidentielle de l'ensemble des habitants de la région Occitanie et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à savoir un peu plus d'11 millions d'habitants. Moi, j'ai mon ordinateur qui me fait quelques difficultés. C'est la réalité du direct, donc ceci n'est pas enregistré, on est tous ensemble pour de vrai. Donc sur le calendrier de l'appel d'offres numéro 10, cet appel d'offres, il ne va pas uniquement concerner la Méditerranée, vous voyez, c'est indiqué multisite, puisque le ministère de l'Énergie envisage dans les prochains mois de lancer un appel d'offres d'environ 8 à 9 gigawatts, qui concernera donc plusieurs projets à l'échelle nationale, dont notre parc de 2 gigawatts dans la zone Golfe du Lion Centre. Vous voyez sur la frise chronologique que cet appel d'offres nous permettra d'attribuer le parc d'ici la fin de l'année 2026. Vous observerez également sur la frise verte que l'État a un certain nombre de responsabilités pour dérisquer les zones de projet. Donc, nous avons achevé les études techniques de dérisquage qui portaient à la fois sur les études de sol des fonds marins et sur les études météo-océaniques, qui s'est achevé en tout début d'année. Et puis, vous voyez qu'au printemps, nous avons lancé les études environnementales qui permettront de qualifier l'état initial de l'environnement de la zone de projet, et ça durera environ 2 ans pour pouvoir avoir des informations sur les évolutions pluriannuelles de la nature et de l'environnement. Je précise que cet état initial, il aura vocation à être donné au lauréat de l'appel d'offres numéro 6, qui arrivera donc fin 2026, pour lui permettre de réaliser son étude d'impact. Donc l'étude d'impact, c'est un processus qui vise à évaluer les impacts du projet sur l'environnement et à proposer des mesures d'évitement, c'est-à-dire éviter les impacts sur la nature. Si on n'a pas pu les éviter, de proposer des mesures de réduction. Et enfin, si on n'a pas pu complètement tout réduire, en dernier lieu, en dernier ressort, des mesures de compensation,
c'est ce qu'on appelle la doctrine éviter, réduire, compenser, qui sera mise en place tout au long de la vie du projet. Je noterai enfin sur le bas de la frise que la concertation continue qui s'engage aujourd'hui se poursuivra jusqu'à l'ouverture de la participation par voie électronique qui concernera les autorisations réglementaires que le lauréat devra obtenir auprès des services de l'État, donc à un horizon que l'on peut projeter, de mon point de vue aujourd'hui, sans doute jusqu'à 2029. Donc on a une concertation au long cours qui va se conduire sous l'autorité de l'État et de RTE dans un premier temps. RTE, donc le réseau de transport d'électricité, ayant la responsabilité de réaliser les ouvrages de raccordement de ce parc éolien. Et puis, lorsque l'État aura choisi le lauréat, donc fin 2026, eh bien, nous passerons la main au lauréat pour qu'il assure, sous l'égide des garants de la commission du débat public, la concertation avec le public et les parties prenantes. Donc, après cette présentation un peu rapide des zones et des calendriers, je souhaitais rentrer dans le détail pour vous expliquer comment nous avons travaillé pour définir le contour des zones de projet qui sont dans la cartographie à 10 ans. Et je commencerai par la zone Golfe du Lion Centre. En préambule, je souhaite rappeler que ce travail il a été conduit à la fois en s'appuyant sur les cartes et les études produites par l'État pour le débat. Vous savez, pour ceux qui l'ont suivi, qu'on a mené de nombreuses études. Je pense notamment à l'étude sur les enjeux environnementaux et leur sensibilité au déploiement d'éolien en mer, qui a été réalisée par le bureau d'études Acrocéan. Je pense également à l'étude du paysage, qui a été réalisée par le bureau d'études Aken. Et puis enfin, l'étude sur les activités de pêche professionnelle, qui a été organisée par le CEREMA. Et je vais donner la main à un collègue qui sait exactement l'acronyme du CEREMA. C'est donc le Centre d'études et d'expertise sur les risques d'environnement, la mobilité et l'aménagement. Voilà, donc il y a un service technique finalement du ministère. Nous avons complété ces enseignements par ceux du débat, tels que nous avons pu les lire dans le compte-rendu de la commission particulière du débat public. Et puis nous avons mené au printemps, en sortie de débat, une concertation avec un certain nombre de parties prenantes du débat public et des acteurs du territoire. Et vous retrouverez l'ensemble de cette démarche dans la fiche numéro 4, qui est intégrée dans le rapport que les maîtres d'ouvrage ont associé à la décision d'octobre dernier. Je précise également, avant de vous montrer un certain nombre de cartes, que nous avons recherché des zones avec une certaine densité géométrique, une densité énergétique, qui correspond à des surfaces suffisamment grandes pour laisser des marges de manœuvre dans le développement du projet. Et ça va donc permettre aux développeurs, au stade du développement de son opération, de pouvoir encore adopter des mesures d'évitement et évidemment de nous définir les mesures de réduction et de compensation. Donc c'est un point important qu'il faut avoir en tête. Alors avant de regarder plus en détail la cartographie, je voulais préciser qu'en premier lieu, on a observé quels étaient les résultats des études environnementales que nous avions menées, et notamment de la sensibilité de l'environnement à un certain nombre de compartiments, que sont les mammifères marins, les habitats benthiques et les oiseaux marins. Ce qu'on a observé, c'est que les cartes pour les mammifères marins et les habitats benthiques étaient homogènes, ce qui n'a pas conduit à identifier au sein des macrozones d'espaces à éviter. En revanche, on a observé que pour les oiseaux marins, il y avait un gradient de sensibilité qui était plus fort près de la côte et qui s'éloignait en termes d'intensité au large. Pour cette raison que nous avons procédé ensuite en 3 étapes. Donc, pour la zone Golfe du Lion Centre, elle s'inscrit dans cette grande macrozone décline qui faisait de plus de 1000 km². Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a souhaité respecter un certain éloignement du rivage, pour la raison que j'ai évoquée précédemment, et prendre en compte les enjeux de la pêche professionnelle. Donc, dans notre concertation avec ces acteurs, l'idée a été d'entendre la nécessité de s'éloigner au-delà des 20 nautiques. Donc 20 nautiques, ça fait 37 km, c'est représenté par le liseré rose que vous avez sur la carte, et également d'essayer de rester dans une zone qui s'appelle Westmed, et qui est une zone aujourd'hui qui restreint en quelque sorte l'activité de pêche chalutière, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et donc, en enlevant les surfaces qui ne correspondaient pas à ces critères, on est arrivé à la zone verte, qui représente un peu moins de 500 km². Suite à cette étape, on a appliqué une deuxième étape qui a conduit à prendre en compte les enjeux de trafic maritime et notamment de la ligne très fréquentée entre le port de Sète et les territoires espagnols et du nord de l'Afrique. Donc on a souhaité réfléchir en neutralisant un espace autour de la route usuelle entre Sète et le sud de la Méditerranée, en ménageant l'espace sans éolienne de 5 nautiques. Donc c'est ce que vous voyez ici, représenté sous forme de hachures rouges.
le long d'un axe principal qui apparaît en jaune. Et donc, à partir de là, on a dit qu'il ne faut pas mettre d'éoliennes dans cet espace. Et donc, la partie rouge a été annulée. Et donc, ça a réduit encore le vert. Et donc, on voit qu'on a un espace maritime vert qui est aux alentours de 400 km². Et puis, enfin, on a souhaité ajuster la forme de la zone pour avoir quelque chose de plus régulier en tenant compte de deux éléments principaux. Le premier, c'est le paysage, qui, pour nous, était effectivement un enjeu qui devait également être pris en compte. Et donc, on a réalisé une composition d'ensemble qui soit cohérente vue depuis le littoral. Et donc, si vous avez une bonne vision géométrique, vous pouvez observer que le nord-ouest de la zone a une ligne qui est parallèle à la limite ouest des parcs bleus, qui sont les parcs déjà décidés. Et donc, ça va permettre d'avoir une ligne de fuite depuis le littoral qui ait une certaine cohérence en termes d'aménagement paysager. Et puis enfin, on a rectifié, j'allais dire ajusté en fond de zone, une limite un peu plus régulière qui nous a permis de déterminer cette zone Golfe du Lion Centre pour 400 km², et donc un parc d'environ 2 gigawatts, avec, comme je l'ai dit, des marges de manœuvre pour le développeur dans la suite du processus. Nous avons fait le même exercice pour la zone Golfe du Lion Est. Donc là encore, en observant les cartes de sensibilité environnementale, le seul gradient qui nous a invité à s'éloigner des côtes, c'était la bifaune. Et puis nous avons appliqué à peu près la même démarche. Donc reculer et prendre en compte les enjeux de la pêche professionnelle dans les mêmes dimensions, ce qui nous a donné la slide ici que vous voyez avec la superficie verte, avec une forme pas très orthodoxe à ce stade. Dans un deuxième temps, on a pris en compte un enjeu qui nous paraissait particulièrement prégnant au large de la Camargue, qui étaient les oiseaux migrateurs. Donc nous avons mobilisé les premiers résultats intermédiaires de l'étude Migralion, qui est une étude qui a été financée par l'État et les régions pour améliorer la connaissance sur l'utilisation du golfe du Lion par les migrateurs, que ce soit les oiseaux ou les chauves-souris par exemple. Et ces premiers résultats, notamment pour les oiseaux migrateurs, ont montré une tendance à un franchissement de la Méditerranée selon un axe nord-sud au large de la Camargue. Et donc nous avons fait le choix d'adopter une largeur pour le parc éolien qui soit équivalente à celle des parcs déjà décidés en bleu, c'est-à-dire 11,5 km de large, et de laisser finalement entre les deux parcs un espace d'au moins 15 km, ce qui a conduit finalement à réduire la forme verte que vous voyez à l'écran. Et puis on a procédé à un dernier ajustement qui nous a paru important, qui était là encore d'intégrer des notions de paysage, puisqu'on se situe au large de la Camargue, mais également au large des Sables-Maries de la Mer, du grand site classé de l'Espiguette. Et là encore, vous voyez qu'on a adopté une forme du nord de la zone qui est parallèle à celle du nord de la zone bleue. Donc on va avoir là encore une cohérence en termes de paysage. Et puis à la fin, quand on voulait trouver 185 km² pour accueillir un parc de 1,1 gigawatt dans de bonnes conditions, eh bien on a ajusté finalement le fond de zone et on est venu donc pousser le parc un peu plus au sud, accessoirement là où les vents aussi sont plus forts, ce qui a conduit au périmètre de la zone Golfe du Lion Est. Et j'en ai terminé cette présentation sur l'éolien. Donc je vais passer la parole à Sandy Savariello, qui est responsable de projet chez Réseau de transport d'électricité, qui a la responsabilité de procéder au raccordement des parcs éoliens en Méditerranée. Bonjour, Sandy Savariello. Je travaille donc pour le réseau du transport d'électricité en charge du raccordement électrique des parcs éoliens. La carte que vous avez à l'écran, le raccordement du parc GLC s'oriente vers le golfe de Fos. Cette orientation est celle qui a été choisie dans la décision ministre, car c'est la seule en capacité d'évacuer 2 gigawatts à horizon 2035 sur le réseau 400 000 volts. Bien que ce raccordement soit plus long que celui proposé initialement par RTE. La zone d'études proposée dans la décision ministre prend en compte les enseignements de la concertation menée dans le cadre des projets de raccordement de l'AO6 et de l'AO9. Voir sur la partie droite de l'écran la zone terrestre. Cette zone proposée dans la décision ministre reste une zone indicative
sur laquelle RTE souhaite mener des réflexions plus larges pour prendre en compte deux événements nouveaux. Le premier concerne le fait que l'État a demandé à RTE d'optimiser les retombées industrielles des raccordements. Donc, parce que le programme de la PPE3, Programmation pluriannuelle de l'énergie, se prépare dans un contexte particulier de tension sur les approvisionnements pour le raccordement. Dans ce contexte, RTE propose un calendrier d'ici fin 2025 de raccordement optimisé avec un objectif et une ambition de 50% de retombées économiques pour les fournitures maritimes jusqu'à 2040. Par rapport à cela, cela signifie que RTE pourrait proposer un raccordement de GLC au-delà de 2035. Mêmes échéances, le schéma de développement du réseau en cours de construction a identifié l'axe Occitanie-PACA comme une zone prioritaire de renforcement à horizon 2035-2040. Il est donc nécessaire de prendre en compte le développement de l'éolien dans le cadre de ce schéma de développement réseau. Et c'est pourquoi RTE prendra des décisions sur la localisation des raccordements à la fois de GLE et de GLC en fonction des renforcements précis envisagés dans le cadre de ce schéma de développement du réseau et dans le cadre de leur temporalité. Par rapport à ce travail de portage du raccordement et des développements de parcs, RTE continuera à participer à la concertation continue post-débat public dans le cadre du débat La mer en débat de l'État. RTE apportera également des éléments d'information sur la partie raccordement éolienne au public dans le cadre du débat en cours sur le schéma de développement du réseau organisé par la CNDP. Le débat engagera au second semestre un volet offshore. Et enfin, dans le cadre de la concertation Fontaine qui est propre aux ouvrages de raccordement électrique, notamment pour l'AO10, nous reparlerons de la zone de raccordement de ce parc à horizon fin 2025, une fois qu'on aura déterminé l'aire d'étude de raccordement définitive. Éviter, réduire et compenser également pour le raccordement permettra de définir d'abord une aire d'étude, puis un fuseau de moindre impact, en concertation avec les parties prenantes. Pour la présentation. Nous allons passer sur un dernier volet de cette partie planification de l'éolien qui concerne la conciliation des usages dans les parcs éoliens. Et pour ce faire, je redonne la parole à Monsieur le Commissaire général maritime. Alors, pour la protection maritime, ce sera Amélie Chardin, la chef de la division Action d'État en mer. Et sur cette thématique de conciliation des usages dans les parcs éoliens, la préfecture maritime est animée par l'objectif de faire autant que possible impératif. Le premier, c'est la sécurité des personnes et des biens par l'éloignement des activités à risque pour ne pas entraver tout ce qui serait défaut de veille et en cas d'avarie d'entraîner un suraccident auprès d'infrastructures massives. Et le deuxième point, c'est de préserver autant que possible les activités économiques et les pratiques de pêche existantes sur ces secteurs. En termes de méthode, pour concilier au maximum les contraintes et la prise en compte donc, des différents usages, a animé l'État dès la phase de planification. Les services ont cherché à définir les zones propices dans les espaces où les autres activités en mer sont plus réduites, par exemple des axes moins fréquentés par le trafic maritime, même si des ajustements ont été nécessaires. Et dans la phase future qui s'ouvre, une concertation locale se mettra en place dans les prochaines années pour aboutir à une réglementation au plus juste, dans la mesure où cette phase, en fait, est balbutiante.
Et c'est difficile aujourd'hui d'évoquer avec précision les périmètres d'interdiction. 3 instances seront notamment mobilisées en particulier pour toutes les phases du projet nécessitant une exclusivité de la mer, que ce soit pour les études, les travaux ou l'exploitation. D'abord, l'instance de concertation et de suivi, c'est une nouveauté pour la façade, mais elle a déjà été réunie sur les autres façades maritimes qui ont déjà des parcs en exploitation et en construction. Elle vise à constituer en fait un lieu de dialogue privilégié entre les parties prenantes pour l'élaboration de propositions tout au long de la vie du parc. Deuxième instance, la Grande Commission Nautique. La Grande Commission Nautique, elle sera réunie en amont du projet, après la dépose de la demande d'autorisation, et elle vise notamment à s'assurer de l'application de règles uniformes de signalisation sur les parcs et de préconisation en matière de circulation maritime. Et pour prendre en compte les besoins des acteurs locaux, il y aura des représentants du monde maritime qui seront associés à cette prise de décision. Troisième instance, les commissions nautiques locales. Les commissions, elles sont réunies durant la phase de vie du parc, la phase travaux, s'il y a des mesures particulières à prendre et des périmètres d'exclusion à mettre en place de façon temporaire. Et elles sont l'occasion également d'évoquer le calendrier, le périmètre et la portée des interdictions. Elles ont la particularité de réunir les marins qui naviguent dans la zone, les exploitants des parcs, et elles sont finalement le lieu de prise en compte des contraintes de chacun au niveau le plus local qui puisse exister, et elles éclairent la préfecture maritime sur la prise de décision et des différents arrêtés qui pourraient en découler. Sur les modalités pratiques et leur déclinaison. De façon très basique, la réglementation des usages dans les parcs sera tributaire de la technologie et de l'emprise des parcs à l'instant T, notamment pour la pêche aux arts traînants. Le périmètre d'ouverture ou pas dépendra du choix de l'ancrage, des technologies utilisées et de la colonne d'eau qui sera plus ou moins engagée sous les éoliennes. En fait, on s'orientera vraisemblablement sur des applications et des réglementations au cas par cas qui dépendront vraisemblablement de la physionomie de chaque parc. Les zones réglementées seront dépendantes de la structuration des éoliennes. Les zones réglementées seront plus réduites là où les éoliennes seront peut-être plus haut et plus visibles et auront une emprise sous-marine moins importante. Tout cela sera décidé et tout cela dépendra de la technologie utilisée. Et bien évidemment, donc l'ensemble de ces paramètres n'est pas encore tenu. Les exploitants ont répondu à des appels d'offres sur la base de caractéristiques qui sont variables. Seuls sont connus les caractéristiques et les paramètres maximaux. Rien n'empêche que ces éléments soient diminués et ajustés en fonction du progrès technique, de la puissance et de la puissance des turbines. Pour aboutir à une réglementation qui sera satisfaisante pour les différents enjeux, j'incite dès à présent chacun à participer aux instances de concertation dédiées et à dialoguer au quotidien avec les exploitants et les services de l'État. Ce dialogue doit être continu, franc, responsable, et cela constituera donc la meilleure des garanties possibles pour les réglementations à venir. Pour ces interventions, nous passons au troisième temps des questions-réponses de ce webinaire. Alors pour l'instant, la planification de l'éolien en mer n'a pas suscité de questions dans le chat. N'hésitez pas à vous exprimer. Les intervenants sont là pour répondre à vos questions. Comme vous l'avez noté, il reste une question dans le chat qui n'a pas été énoncée. On invite la personne qui a posé la question à préciser ce que signifie PPA, qui est un acronyme qui peut avoir plusieurs sens. Et on va laisser quelques secondes pour ce faire.
et éventuellement pour prendre des questions sur ce dernier sujet de l'éolien. En attendant que nos participants se manifestent dans le chat, ce que je voulais préciser, c'est un des enjeux qui avait été rappelé par les garants, c'est la manière dont l'État a appliqué ou compte faire appliquer la démarche d'évitement. Ce que je voulais dire, c'est que l'évitement, il faut le voir à différentes étapes. La première étape de l'évitement, c'est au stade de la planification. C'est ce qu'on a fait, j'y reviendrai dans quelques instants. La seconde étape, c'est celle qui va être mise en place par le producteur d'énergie. Donc, comme on l'a dit, le producteur d'énergie, il va définir un projet sur la base d'un état initial de l'environnement que l'État aura réalisé avec des partenaires spécialisés, qui lui permettra de dimensionner le projet de moindre impact en fonction des conditions du site. Il ne sera pas obligé d'utiliser toute la zone que nous avons mis ou que nous mettrons dans les appels d'offres. Et puis, une fois que cette étude aura été faite, il y aura l'avis d'une autorité environnementale, des enquêtes publiques, et l'État pourra, si le projet a des impacts jugés comme acceptables sur l'environnement, autoriser ces parcs éoliens. Dans le cadre de ces autorisations, l'État prescrira des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, mais également de suivi. Parce que ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'on peut effectivement, dans la réalité de la réalisation des projets, observer des effets sur l'environnement qui n'avaient pas forcément été anticipés avant, et ça permet à l'État d'assurer, par le biais d'arrêtés complémentaires, des prescriptions nouvelles qui peuvent s'imposer à l'opérateur. Si je reviens sur la première étape de planification, j'ai entendu souvent la question, mais quand vous dites évitement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, je mets 3 dimensions à la notion d'évitement. La première, c'est faire moins, manière d'éviter. La seconde, c'est de faire ailleurs, c'est aussi un moyen d'éviter. Et la dernière, c'est faire à un autre moment, c'est aussi une sorte d'évitement. La première, faire moins, c'est ce que je qualifierais un évitement d'opportunité. Le faire ailleurs, c'est un évitement géographique. Et le faire à un autre moment, c'est un évitement temporel. Et ça, cette logique, nous l'avons appliquée. Nous l'avons appliquée puisque faire moins, nous n'avons pas implanté dans notre stratégie, dans la feuille de route, 7,5 gigawatts d'éolien, qui était la fourchette haute proposée par le gouvernement et dont certains acteurs avaient proposé de dépasser. On est resté sur quelque chose qui nous a paru équilibré et ambitieux malgré tout, c'est-à-dire 5,8 gigawatts qui se trouve dans la fourchette médiane qui nous avait été fixée. Le faire ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a choisi des zones qui soient des zones de moindre impact sur les enjeux environnementaux et socio-économiques. Donc on a fait ailleurs. Et enfin, on a fait à un autre moment, et ça c'est l'évitement temporel qu'on a choisi dans le cadencement des projets. Effectivement, ces 3 nouvelles zones de développement, on aurait pu décider de les faire, pourquoi pas, dans la première cartographie. On aurait pu décider de faire qu'une zone de développement et d'en reporter une autre dans la 3e. On a un cadencement ambitieux, mais qui a entendu une demande qui avait été faite, notamment de prévoir que le projet qui avait vocation à s'implanter à 100% dans le périmètre du parc naturel marin du Golfe du Lion puisse être décalé dans la cartographie à 2050, et c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc je voulais rappeler la manière dont nous avons effectivement construit notre raisonnement pour aboutir à cette planification d'ensemble. Nous avons une question dans le chat. Est-ce que les futurs ZPF, en zone de protection forte, seront en zone de parc éolien? Frédéric Autry, directeur de projet éolien flottant, répondre à cette question. Alors, moi, ce que je peux préciser, et comme vous l'avez peut-être, vous pourrez nous dire dans les questions et réponses qu'on Normand rappelait tout à l'heure dans le cadre du rapport du maître d'ouvrage, c'est que conformément à la stratégie nationale de biodiversité et à la stratégie nationale mer et littoral, l'exercice de planification qui a été conduit par l'État a été mené pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre, et de recoupement finalement entre les futures zones de développement d'éolien et les zones de protection forte. Donc, si vous superposez les cartes que l'on a faites pour l'éolien et les cartes que la préfecture maritime vous a présentées sur les zones de protection forte, il n'y a pas de recoupement. Alors, donc on a une question donc, qui vient d'être précisée, à savoir, les zones de protection forte prennent-elles en compte les PPA des communes littorales, les PPA étant considérés comme des plans de protection ou de refus du trait de côte
à moyen terme et long terme. C'est un sujet qui, à ce stade, semble complexe à répondre immédiatement. Et on prend le sujet et on produira une réponse par écrit sur cette question. Alors, on a peut-être des éléments de réponse finalement donc, du côté de la préfecture maritime. Madame Chardin. Alors, la question qui est posée fait référence à un document qui est un document utilisé à terre, un plan partenarial d'aménagement qui est essentiellement à vocation d'urbanisme par les collectivités locales. Le webinaire de ce soir traite des zones de protection forte en mer exclusivement. Et en mer, nous n'utilisons pas ce type de plan, étant entendu qu'il y a des outils juridiques spécifiques et différents. Peut-être que ce PPA peut être utilisé pour des zones de protection forte en mer, mais pas sur le secteur maritime. Merci. Nous avons une nouvelle question dans le chat qui porte sur l'étude Migralion. Donc, au regard des conclusions intermédiaires des études Migralion, peut-on affirmer que le couloir de migration nord-sud au large de la Camargue est majoritairement évité par les parcs? Alors effectivement, pour l'État, il était important de pouvoir mobiliser les résultats intermédiaires du programme Migralion. Je rappelle que ce programme porté par l'OFB, c'est un programme qui prévoit l'acquisition de connaissances inédites sur les oiseaux migrateurs et qui s'est échelonné sur 3 années. Le programme rendra ses conclusions à l'été 2025. Les fois qu'on avait été amené à faire, on les a fait à l'automne 2024, donc avant les conclusions définitives. Pour autant, il nous a paru important de nous nourrir de ces résultats intermédiaires, même si, de manière tout à fait transparente, les scientifiques qui œuvrent à ces programmes auraient préféré que nous attendions les résultats définitifs. Ce qu'on a pu constater dans le premier retour qui nous a été fait, c'est qu'il n'y avait pas, à ce stade, d'identification de couloirs de migration spécifiques en mer Méditerranée, mais plutôt, c'est-à-dire un large front diffus qui traverse le golfe du Lion, avec des trajectoires variées, à la fois entre les espèces, au sein d'une même espèce, et même au sein d'un même individu. Un certain nombre d'équipements dans le cadre de ce programme scientifique ont été mis en place. Je pense notamment aux radars à la côte qui ont permis d'observer, pendant les pics migratoires, quelle était l'orientation des oiseaux au large de la Camargue. Les résultats ont montré une tendance à un axe nord-sud, et donc il nous a paru prudent, dans le cadre de l'aménagement d'une zone au large de la Camargue, de pouvoir adapter une largeur de cette zone transversalement à l'axe nord-sud la moins large possible. Ça paraissait assez évident, et donc on s'est calé, comme vous l'avez vu, sur la zone d'à côté. Et voilà des éléments qu'on a intégrés effectivement dans notre réflexion. Je préciserai en sus que, comme je l'ai déjà exprimé, l'idée était également de pouvoir permettre un certain espace de respiration, si je puis dire, entre les parcs éoliens, et donc d'avoir 15 km qui permettent de laisser passer, en tout cas, les oiseaux qui seraient amenés à emprunter cette zone d'action. Je terminerai peut-être en précisant que, dans le cadre du développement des projets, il s'agira notamment pour le développeur de poursuivre cette démarche d'évitement. Donc, à l'été 2025, on aura les résultats du programme Migralion, et notamment le lauréat de la Odis, il ne sera pas connu avant fin 2026. Il aura le temps, lorsqu'il arrivera en responsabilité, d'avoir pu appréhender les résultats du programme et des conclusions qui auront été rendues, et ça va lui permettre d'intégrer cela dans son projet et de définir pourquoi pas un plan d'implantation qui pourrait soit éviter, soit réduire l'impact sur les oiseaux migrateurs. Le programme permettra également de mesurer quelle est la nature des espèces d'oiseaux qui sont concernées par un éventuel risque de collision avec les éoliennes. Je pense notamment à ce risque-là. Merci. Alors, une question supplémentaire. Quel est le statut actuel des 2 premiers parcs expérimentaux? Donc, M. Frick, je vous propose d'apporter des précisions à la fois sur les 3 fermes pilotes
et aussi sur les deux premiers parcs commerciaux, un au large des côtes de l'Aude et de l'Hérault et le deuxième au large du golfe de Fès. Ça me paraît important, effectivement, merci de votre question, de bien clarifier les choses. Le développement de l'éolien en mer Méditerranée, c'est quelque chose qui a été engagé, les premières réflexions dans les années 2010 et qui a permis en 2015 à l'ADEME d'opérer un appel à projets pour des projets expérimentaux. On a appelé des fermes pilotes. Il y a 3 fermes pilotes en Méditerranée qui sont en cours de développement. Une première ferme qui s'appelle Provence Grand Large, située à 17 km des côtes au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône et qui est déjà en service. Les éoliennes tournent. Pour ceux qui peuvent aller par exemple sur la plage Napoléon, sur la commune concernée, pourraient observer les éoliennes au loin. 2 autres fermes pilotes sont en cours de réalisation au large de l'Occitanie, principalement au large de Le Cap d'Arcarès. Donc là, on est dans une mise en service qui est attendue fin 2025, début 2026. Ces projets expérimentaux sont des projets qui ont vocation à perdurer dans le temps. C'est souvent la question qui nous est posée. Est-ce que c'est des parcs éoliens pilotes qui vont durer 2-3 ans? Non, ils ont un accompagnement par l'État sur une durée de 20 ans, donc ils sont là pour un certain nombre d'années, et ils vont permettre d'acquérir de l'expérience complémentaire à celle qu'on a déjà acquise grâce à eux, puisque ces projets ont été autorisés. Donc, tout le monde a appris à améliorer les études d'impact et à instruire ces parcs éoliens. Certains d'entre eux ont fait l'objet de contentieux, ce qui a permis là encore à chacun de progresser. Ils ont également apporté des retours d'expérience en opération, puisqu'ils ont été construits. Donc, on sait les difficultés à les construire, mais aussi les points de vigilance à avoir. Et ce qu'on attend maintenant, c'est les retours d'expérience en exploitation, in vivo, et les mesures de suivi qui ont été prescrites par les préfets, ainsi que les comités de suivi scientifiques qui les accompagnent, vont permettre effectivement d'observer le résultat de ces parcs expérimentaux. Par ailleurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a 2 parcs commerciaux qui étaient dans les zones bleues. Eux sont en cours de développement, ils ne sont pas encore réalisés et leur réalisation n'est pas attendue avant 2032-2034. Après, on aura le parc de l'appel d'offres numéro 10 qui lui arrivera en 2035. Donc on voit que ces mises en service de ces parcs commerciaux arriveront dans plusieurs années et donc pourront être nourris du retour en expérience des fermes pilotes en opération. Et on a bon espoir effectivement que ça puisse éclairer. Alors après, moi je garde beaucoup d'humilité quand même sur ces sujets, que le retour d'expérience de 3 fermes pilotes ne peut pas se répliquer à l'identique pour des parcs commerciaux qui vont accueillir, selon leur volume, vous l'avez compris, parfois une quinzaine d'éoliennes, parfois une trentaine d'éoliennes, et pour certains projets, 100 éoliennes. Il n'y aura pas de proportionnalité immédiate, mais en tout cas, ça permettra de nourrir une expérience en Méditerranée qui viendra compléter les expériences acquises dans d'autres parcs flottants, sur d'autres façades, et je pense notamment à des projets européens au Portugal ou en Écosse, par exemple. On a à ce stade terminé toutes les questions qui ont pu être posées dans le chat. On va donc passer à la dernière phase de ce webinaire. Donc, je cède la parole à Monsieur Lenormand, directeur interrégional de la mer. Très bien, merci, merci à vous tous en tout cas pour votre participation à ce webinaire. Il faut dire que vous retrouverez les présentations, les enregistrements de ce webinaire sur Géolittoral, sur la rubrique « Je participe ». Que toutes les questions et réponses qui vous ont été données ce soir sont regroupées dans une foire aux questions et que, évidemment, sur ce même site, vous pouvez continuer à poser des questions et surtout faire des contributions. Comme ça vous a été dit en introduction, la phase de concertation continue dans laquelle nous sommes actuellement s'achève le 12 avril et la phase de participation du public par voie électronique cette fois-ci sera ouverte donc début mai pour 3 mois avec bien évidemment la possibilité sur cette phase, sur cette période de contribuer sur la base du projet de stratégie et de l'avis de l'autorité environnementale qui sera publié. Merci encore à vous tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.